David Laché, bonjour. Bonjour. Tu t'es fait connaître il y a quelques années avec un projet qui s'appelle How I Met My Co-Founders, donc en Wallonie. Et aujourd'hui, tu as lancé ton projet Le Placard. Et du coup, je t'avais invité pour parler justement de ce projet Le Placard. Mais avant d'en parler, est-ce que tu pourrais réexpliquer en gros comment est-ce que tu en es arrivé là avec How I Met My Co-Founders et qu'est-ce que c'est du coup? Ok, OIMED, c'est assez simple, c'est un peu le Tinder de l'entrepreneuriat, sauf que grosso modo, ce sont des événements partout en Belgique aussi. Et en fait, c'est simple, je suis toujours passionné d'entrepreneuriat comme à mes débuts, et donc ça a commencé assez tôt, c'est vrai. Et à un moment donné, j'avais full idée, j'étais dans un full incubateur, on a fait full concours. Vers quel âge? Les premiers projets que j'avais, j'étais tout petit. Mon père me raconte encore que, j'ai déjà parlé de ça, c'est vrai, mais grosso modo, j'arrivais à vendre des sacs de terre à ma grand-mère alors que j'étais en train de les creuser dans le jardin de chez mes parents. Enfin, Des grosso sacs modo, de c'était terre, ok. ouais, c'était vraiment assez drôle. Elle Mais est payée combien? 5 cents, 10 cents, 15 cents, Ok, c'est incroyable, vraiment un soutien incroyable. magnifique. Non, c'était très très drôle à voir. Mais non, j'ai toujours eu cette vocation de lancer des projets, mais ça s'est vraiment matérialisé avec l'université. Parce que là, j'ai quand même commencé à comprendre qu'il y avait vraiment des outils hyper intéressants pour les étudiants. Je parle des incubateurs, des concours et compagnie. Donc, on a lancé des projets avec des potes. On se retrouvait en soirée autour d'un bac. On imaginait un peu ce qu'on allait faire. D'un bac? Un bac de bière. Ok. Et français? Belge. Belge? À Il y moitié a un polonais. bac. Donc, Et grosso modo, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire après-demain? Et on a commencé à générer des projets comme ça. Certains ont bien marché, puis d'autres on s'est bien marré. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à la fin de ma liste à projets à lancer. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens certainement plus intelligents, plus malins que moi, plus forts dans un domaine, qui sont peut-être seuls dans leur cave, leur grenier, mais qui savent pas à qui parler de leurs idées. Mais ouais, grosso modo, Wymet est juste né de l'envie de rencontrer des gens tout aussi fous que moi et qui avaient des idées bien folles aussi. ok. Et c'était simplement né aussi du fait que j'avais testé pas mal de choses qui existaient déjà, comme des événements de networking, comme même des applications de matchmaking qui existaient. Donc, il existait vraiment des Tinder dans l'entrepreneuriat. Mais sur les apps, les gens étaient matchés avec des gars à Paris, New York, Amsterdam. Mais moi, j'avais un peu le mythe du voisin avec qui tu vas t'enfermer jusqu'à 2h du matin et bosser à fond sur des projets un peu dingues. Donc, j'avais besoin de la proximité. Il n'y a pas encore le télétravail à l'époque, il n'y a pas encore le Covid et tout ce que tu veux. Et l'autre côté, c'était les événements de networking où en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient parfaits quand tu avais déjà un projet, déjà des choses à vendre et que tu devais faire grandir ton business, mais pas quand tu étais encore au stade de l'idéation. Et donc, YMET, ce sont des événements pour des gens au stade de l'idée qui sont matchés en amont. Donc, les gens postulent pour nos événements aujourd'hui, il y a 30 places et on te dit s'il y a des gens dans la salle complémentaires à ton profil. Exemple concret, tu cherches un projet ou tu cherches un gars qui va rentrer dans ton projet mais qui a un profil business developer ou un dev qui fait du JavaScript ou que sais-je, tu l'inscris. Et nous, on te dit si dans la salle, pour la date à laquelle tu t'es inscrite, il y a ce genre de profil. Si oui, il y a match et tu es bienvenu tout simplement. Ok. Et quel a été du coup le fil conducteur qui t'a mené au projet Le Placard? En fait, c'est assez simple. Ça fait 8 ans, presque, enfin, ouais, on pourrait dire une petite dizaine d'années qu'on a lancé Wymet. On a vu presque 5-6 000 entrepreneurs passer par nos événements. J'y suis passé aussi d'ailleurs. Tu y es passé aussi? Ouais, Ah, t'avais deux fait fois. quelle session? À Mons et ici à Louvain-la-Neuve. Ok, ouais, donc tu as vu un peu le style de Ouais, d'événement. je vois très très bien. Et grosso modo, c'est des gens qui délivrent leur projet encore au stade de l'idée, mais pour moi, il y a 3 voies possibles pour eux par après. Mhm. Donc en termes d'évolution de projet, évidemment, je leur souhaite que ça cartonne, que ça réussisse. Projet, start-up, scale-up, tu parles international et bravo pour eux. Malheureusement, on va pas se leurrer, la plupart des projets ne vont pas arriver à ce stade-là, ils vont se prendre un mur, il n'y aura pas de clients, ils n'étaient pas assez prêts, ou pour toutes des bonnes raisons possibles, imaginables, le projet ne va pas continuer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'entre-deux. Des gens qui ont réussi à faire des ventes, qui ont réussi à prouver qu'il y avait un marché, mais qui, pour des raisons qui leur appartiennent, des fois, ils arrivent à une sorte de plafond de verre, Ok. ils n'arrivent plus à se développer. Et donc, le placard est venu de ce besoin-là aussi, de dire, mais en fait, on va peut-être permettre à ces gens-là de passer le relais et donc de céder leur entreprise, leur projet d'entreprise. Et voilà, tant qu'ils ont déjà passé les paliers comme la première vente et compagnie, ils sont placardisables. Donc ça, t'en as vu beaucoup des personnes qui avaient un projet qui n'était pas abouti, mais qui avaient déjà quand même quelques clients. Et du coup, ils ont mis ce projet au placard. Alors, c'est pas qu'il n'est pas abouti, c'est qu'il est sous-exploité. Donc, Ok. ils ont réussi à aller jusqu'au bout des choses. Donc, il y a vraiment un produit market fit. Il y a des choses vraiment très, très bien foutues. Mais à un moment donné, ils se disent, mais j'ai peut-être plus le temps, ou j'ai un autre projet qui démarre encore plus fort, Mhm. ou des raisons personnelles. J'ai un deuxième enfant, il faut que je commence à avoir un peu du temps aussi pour la famille. Ouais. Enfin, il y a vraiment toutes des très, très bonnes raisons qui expliquent que ce projet-là, en fait, n'est pas à son plein potentiel. Et donc, ça va intéresser aussi des gens qui, eux, veulent prendre des projets et rentrer dans l'entrepreneuriat par ce biais-là. C'est quoi les signaux qui indiquent à un entrepreneur qui devrait revendre son projet et qu'il est suffisamment viable pour être revendu? Excellente question. En
En fait, il faut savoir que le marché du reprenariat existe depuis bien longtemps, mais c'est souvent un marché qui se transmet, qui vise plutôt des PME déjà de 10, 20 ans, 30 ans, ou c'est peut-être, allez, je vais mettre une manière caricaturale de dire les choses, mais c'est le gars qui va partir à la retraite, et donc sa boîte, bah, il y a des employés, il y a déjà un chiffre d'affaires, ça tourne, il y a des process. Ce serait quand même con de mettre tout le monde à la poubelle et de bazarder la chose. Et donc voilà, il y a des boîtes de transmission qui existent et qui ont souvent des dossiers qui sont alors d'une certaine maturité, et avec cette maturité-là, il y a aussi un financement conséquent qui est demandé. Donc c'est des projets qui vont être à partir de 500 000 euros pour vraiment caricaturer, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Et donc là, c'est des racheteurs qui ont quand même soit des moyens, soit ce sont des entreprises qui sont assez déjà importantes. Ici, notre regard sur le placard, c'est un peu différent, c'est de dire, mais en amont de ça, il y a des gens qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, mais qui sont potentiellement vendables. Mais il y a aussi une autre approche, c'est que le placard autorise la vente en tout ou en partie. Donc à partir du moment où tu as un asset, quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un d'autre, il est placardisable, si il a été validé par le terrain. Ah, c'est ça le terme, le néologisme placardisable du coup. Oui, mais là je l'improvise ici pour le podcast. Non, mais il est bien, il faut le garder celui-là. Et pour faire simple, en fait, c'est à partir du moment où tu as décroché une preuve de marché et que ça peut intéresser quelqu'un d'autre, il y a la valeur derrière, parce qu'aux yeux du repreneur, il y aura une certaine valeur. Je vais te donner un exemple tout con. On a des projets qui sont des fois très très bons techniquement, mais qui n'arrivent pas à un niveau suffisant au niveau commercial que pour exploiter leur plein potentiel, ou inversement, des gens qui ont vraiment été une excellente stratégie commerciale, qui ont eu beaucoup de leads, mais la production n'a pas suivi. Et donc dans certains cas, pour te donner un exemple très concret, certains arrivent à générer des communautés, des pages Instagram et compagnie, et dans certains cas, les communautés sont là avec 5000 followers sur Insta, prenons un exemple, et tout d'un coup, le type, il met son projet de côté, il l'utilise pas trop, donc la page n'est plus modérée, par exemple. Mais un gars qui se lance sur le même créneau, qui a le même public cible, qui a le même type de produit, qui est intéressé par cette communauté-là, peut faire une offre via le placard pour dire, mais en fait, je vais modérer ta communauté. Lui, le gars qui se lance dans le domaine, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il va pas racheter des likes aux Indiens ou que sais-je qui vont ajouter une communauté qui n'existe pas. C'est une communauté qui est intéressée par une thématique et qui va recevoir en fait une nouvelle modération et des nouveaux services. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui peut être vendu aussi, par exemple. Mais ça doit du coup aussi être monétisable. Tout à fait. Mais monétisable dans le sens où chaque partie de projet qui est vendue n'est pas directement reliée à une partie du business model. Donc, je sais pas monétisable, tu entends, qui génère du cash. Ouais. Ok. Donc, en fait, je vais donner un autre exemple pour être encore plus explicite. Certaines personnes, des fois, ont mis des mois à développer un site internet qui est bien foutu pour leurs produits, imaginons qu'ils vendent des chapeaux. Ok. Ils ont fait un site e-commerce béton, ils l'ont lancé sur le marché et ils ont eu tous les bugs de jeunesse, comme on appelle. Donc, c'est-à-dire, tiens, je me rends compte que quand ils se loguent, il y avait un bug ou que le mail s'est pas envoyé ou qu'il y avait un problème d'affichage et compagnie. Pour des raisons X et Y, on va imaginer que le business du chapeau n'est plus la priorité, donc il n'en fait plus rien. Mais le type a développé, des fois payé, un site internet pour 15, 20 000 euros. Et il se dit, mais c'est dingue, j'ai fait ça. Mais si quelqu'un veut lancer un business model similaire au mien ou un business tout court, il pourrait juste reprendre mon site aussi. Et à la place des chapeaux, tu vends des chaussures, parce que le gars, il va vendre des chaussures, mais il a au moins une architecture déjà développée, qui a déjà fait sa manie de jeunesse, et qui a déjà été utilisée par les gens sur le marché. Et ça a la valeur. Alors non, le site, oui, il est directement relié par un côté bankable, mais tu peux racheter des pièces du puzzle aussi pour agrémenter ta future entreprise aussi. Ok, c'est très marrant parce que tu as décrit une situation que j'ai eu, mais sauf que c'était pas des chapeaux, c'était des cocktails. Ok. J'avais développé justement une plateforme qui permettait en gros de commander des cocktails, donc du côté de Louvain-la-Neuve, et le client était livré dans les 30 minutes à Louvain-la-Neuve du coup, et c'était des cocktails qui étaient préparés à la minute et qui étaient scellés hermétiquement dans des gobelets comme les bubble tea. Tu as déjà goûté un bubble tea? Du coup, le truc, il est hermétiquement scellé. Et du coup, en gros, j'avais littéralement un bar chez moi. Et une fois que je recevais une commande, je la préparais et directement, j'allais la livrer. Le business en lui-même, le business model, n'était pas ultra rentable. Quand j'ai refait le calcul, je me suis rendu compte que pour faire 1 million d'euros de bénéfices, il me fallait 230 000 cocktails vendus. Et là, j'ai dit, oh là, là, j'ai pas été bon dans les calculs. 1 million d'euros de bénéfices en plus. Ouais, non, c'est chaud. Mais si tu réussis ça, t'es pas n'importe quelle entreprise. T'es déjà bien placé. Ouais, mais 230 000 cocktails, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup. Mais du coup, j'avais développé une plateforme qui permettait vraiment de commander et le truc était hyper ergonomique et vraiment hyper optimisé. C'était littéralement
un outil exactement comme si c'était sur Uber Eats, mais c'est moi qui l'avais développé. J'avais intégré le système de paiement, le système qui envoyait les colis. Ouais, voilà, qui envoyait les SMS automatiquement. Non, au niveau de la livraison, c'est moi qui les faisais en voiture. Mais du coup, ouais, donc j'ai toujours cette plateforme qui existe, qui peut être considérée comme un actif. Et quand j'ai stoppé, ça m'est pas du tout venu à l'idée que cette plateforme pourrait être intéressante pour d'autres projets. Et un jour, je me suis dit qu'en fait, ouais, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a d'autres entreprises, d'autres bars à boissons. Je crois que j'avais trouvé plusieurs endroits, notamment Bruxelles, où ça pourrait être intéressant. Je me suis dit tout un tas de fois, il faudrait que j'aille pour leur proposer, même si je leur fais payer, je sais pas, 50 euros, non, même 30 euros par mois, c'est cool. Ça me coûte pas grand-chose. C'est très drôle ce que tu dis là, parce qu'actuellement dans le placard, on a eu quelques dossiers ici. Donc le placard est assez jeune, hein. C'est une initiative qu'on a lancée il y a 6 mois, mais on a déjà eu 50 dossiers déposés. Okay. Dans les dossiers publiés, donc qui ont validé tous les steps, il y a notamment Bifruity, livraison de smoothies à domicile, mais notamment sur le lieu de travail. Ils étaient très actifs ici sur Louvain-la-Neuve et aux environs. Et lui a exactement fait ça, mais il a été jusqu'à... il avait perdu un temps fou à générer les étiquettes, à ce que ce soit bien pensé, à ce que ce soit aussi valide au niveau de l'AFSCA. Donc, tous les écueils, les difficultés qu'il a eues, si quelqu'un veut sortir dans un business similaire, mais avoir une sorte de cheat code et savoir exactement le résultat final plutôt que se casser lui-même la tête dessus, c'est des choses qu'on va permettre. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est de démocratiser le reprenariat, rendre accessible le reprenariat. Et donc, plutôt qu'avoir un budget de 500 000 pour acheter une grosse boîte, à partir de 1 000 euros, tu peux déjà faire des petits gains parce que tu vas acheter des morceaux de start-up qui, par le passé, ont marché. C'est vraiment un critère. Et ça va être vraiment un gain de temps pour tout le monde, quoi. Ah non, moi pour 1 000 euros, je te mets la plateforme à disposition pendant quelques années. Franchement, ça me fait plaisir, c'est que de l'amour. Mais c'est vrai que du coup, ça veut dire que je pourrais mettre cette plateforme disponible parce que, genre, techniquement, elle était quand même assez avancée. Je l'avais fait en no-code, mais comme je maîtrise quand même assez bien le no-code, le truc était vraiment très très bon, quoi. Et au niveau des clients, parce que du coup, ce qui m'a apporté, c'était aussi d'avoir leur feedback pour l'ensemble du parcours client, et vraiment ils aimaient ça. Du coup, je vais rajouter la plateforme. À quel moment est-ce qu'un projet il est suffisamment abouti pour être publié sur le placard? Donc à quel moment est-ce que la personne elle peut se dire ok, là je vais le mettre, tous les critères sont remplis et les probabilités que quelqu'un soit intéressé sont significatives? À partir du moment où tu as fait une vente, réalisée, payée. Alors ça paraît hyper simple, mais on ne se rend pas compte de tout le chemin qu'il y a eu avant d'aboutir à la première vente. Et de préférence, pas une vente à ton père ou ta mère ou ta grand-mère qui te soutiennent, une vraie vente d'un gars lambda que tu n'as jamais rencontré, qui est tombé sur toi grâce à un salon, à un événement Facebook ou une pub que tu as bien paramétrée, peu importe. Mais quand tu as prouvé que tu as été déniché quelqu'un qui sortait de nulle part et qui a vraiment été intéressé par ton produit, d'une manière ou d'une autre, il y a de la valeur dans ce que tu as créé dans cette chaîne de valeur. Ok. Et combien de projets ont déjà été vendus via la plateforme? Alors, il faut comprendre que dans le domaine du reprenariat traditionnel, donc les boîtes de 10, 20, 30 ans et compagnie, on a fait une formation, on a assisté à une semaine qui s'appelle la semaine de la transmission organisée par Entreprendre. C'est vraiment très chouette si tu t'intéresses à ce domaine-là. Okay. Il y avait une formation qui expliquait, sachez que si vous souhaitez vendre votre boîte qui a peut-être 20 ans, préparez-vous à 5 ans de négociation. Ça paraît énorme. Mais en fait, c'est assez simple parce qu'il disait, en année 5, je vais imaginer que je vais peut-être vendre ma boîte parce que j'arrive à un bout du circuit, il est temps de passer à autre chose. Ouais. En année 4, je vais me rendre compte qu'il n'y a que moi qui comprends un peu les rouages de ma boîte. Donc, je vais processiser la chose, je vais essayer de faire de la documentation pour que si quelqu'un reprend mon poste et ma boîte, il comprenne ce qui se passe à l'intérieur. En année 3, tu vas commencer à mettre des hameçons à gauche, à droite, disant, tiens, potentiellement que ma boîte est à vendre. En année 2, tu vas commencer à avoir des intérêts vraiment qualifiés. Et en année 1, parce que c'est aussi un jeu d'avocats qui vont se répondre les uns et les autres pour vraiment être correct de la vente, le deal sera fait. L'ambition du placard, c'est de passer de 5 années à 1 année. Okay. Ici, on est dans les 6 premiers mois. On a eu 50 dossiers. On a eu plus de 40 mises en relation effectuées. Donc, on prouve qu'il y a l'offre et la demande et que les gens sont intéressés par nos produits. Je suis dans les phases dernières de négociation. Donc là, je n'ai pas encore sorti la bouteille de champagne pour dire « Ok, let's go, c'est fait ». Mais je serai très content. Et a priori, vu comment les choses se passent, dans les 3 mois, on va pouvoir annoncer les premières ventes. Mais il y a déjà eu de l'attraction claire et nette. On a un porteur de projet qui a été débauché parce qu'il a été recruté via un projet qui a été déposé sur le placard. Les gars ont vu ça, mais en fait, c'est hyper intéressant et on est corrélé à son truc, donc on va te proposer un contrat. On a eu des gens qui
On a aussi une black box, c'est un peu particulier, mais il y a des gens qui, pour des raisons stratégiques, ne peuvent pas annoncer qu'ils sont en vente. Ça peut être par exemple des startups qui ont fait des grosses levées de fonds, mais que Ok. si les investisseurs apprennent qu'ils sont à la reprise, La ils valo vont va un peu mal le baisser. prendre, ou ils pourraient même retirer leur cash d'une manière ou d'une autre, et le château de cartes c'est cool, ce qui n'est pas du tout le but. Ok. Alors que ces gens qui ont déjà fait des investisseurs, s'ils disent mais en fait on va recruter Jean-Paul qui va être le repreneur, mais qui va permettre au projet de passer au niveau 2, 3, 4, 5. L'investisseur, il est super content. Mhm. Mais la phase avant de retrouver ce fameux Jean-Paul va faire un petit peu peur. Et donc, des fois, on a des dossiers où on sait que certains projets sont à remettre et que quand on rencontre des repreneurs qui postulent sur notre site, en fait, selon le profil du repreneur, on a le droit de parler de certains dossiers, des fois très, très techniques, qui ne sont pas accessibles à tout le monde aussi. Et il y en a déjà 2 qui sont partis dans cette black box-là. Donc là, ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles aussi. Et donc voilà, donc pour répondre à ta question, combien de projets ont été vendus? On est en train de valider les ventes, Ok. mais c'est des process aussi de confiance. Et franchement, c'est des fois à mourir de rire parce que par moment, et ça je ne m'attendais pas non plus, on est un peu comme une sorte de cours de récréation où les gens se draguent. C'est vraiment, c'est des ados. C'est vraiment Se des ados. séduisent, en tout cas. Non, je vais même dire se drague parce Ok. que tu as vraiment le... Imagine-toi, tu es le cédant d'un super projet, Mhm. ta boîte à cocktail, et tu rencontres un super repreneur potentiel qui match à tous les points de vue. Tu as un gros coup de cœur sur lui, on fait le premier call, on valide que tout le monde est intéressé, et puis tu es là, je te jure que c'est vrai. Souvent, je reçois des messages ou des mails par après disant purée, ce repreneur, il est génial, c'est exactement ce qu'il faut, mais je vais pas lui envoyer un mail trop vite parce que je veux pas lui donner l'impression que c'est le seul repreneur intéressé par mon projet. Mhm. Inversement, le repreneur me fait exactement le même coup. Il m'envoie un message disant oh, super projet, c'est hyper intéressant, merci pour le match, mais je vais pas lui envoyer un mail tout de suite parce que j'ai pas envie que le cédant ait l'impression que son projet soit trop accessible avec un prix trop bas ou que sais-je. Donc tu as vraiment le côté comme quand tu draguais à la belle époque, ouais, est-ce que j'envoie un SMS le lendemain, le matin, c'est trop tôt, c'est trop tard, je vais faire attention, je vais peut-être attendre 2-3 jours avant de balancer le bazar. Ok. Et c'est à mourir de rire. Et donc des fois, tu as des attentes stratégiques où ils font exprès d'envoyer la balle en touche, disant oh, je fais relire ça par mon comptable ou mon juriste et compagnie. Mhm. Mais les deux sont très intéressés, mais ils font monter un peu la pression et c'est l'art de la négociation aussi, quoi. Donc c'est vraiment très drôle à voir. Ok. Et du coup, en tant que revendeur, c'est quoi les éléments clés à optimiser pour essayer d'avoir la valo la plus importante possible et pour être le plus séduisant du coup pour Ok. des potentiels acheteurs? C'est une excellente question. Tout dépend du profil de l'acheteur. Donc, on a Ok. surtout 2 types d'acheteurs si je dois faire des grandes familles. On a soit le solo repreneur qui a peut-être 40 ans, qui a des postes de manager et qui a peut-être un enfant ou deux et qui a Mhm. envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais n'a pas envie de commencer à zéro. Et donc, en fait, reprendre un projet en cours de route, lui, ça l'intéresse. Et donc, ce qui, lui, va l'intéresser, c'est l'histoire, le storytelling, le pourquoi, quelle est ta cible, comment est-ce que tu l'as rencontré, est-ce que c'est bien foutu. Évidemment, des chiffres qui prouvent que tu as fait des ventes pour te rassurer à ce Mhm. niveau-là, mais il veut que tu lui vendes une vraie aventure que lui va pouvoir vivre, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est de lui-même devenir entrepreneur et de vivre une aventure. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à ses yeux. Pour ce type de personnes, du coup, il faut quand même des projets qui soient assez solides, je suppose. Ils vont pas prendre des énormes risques parce que je suppose que cette tranche d'âge-là, les personnes veulent switcher vers quelque chose où ils sont entrepreneurs, mais où ils prennent pas des risques comme s'ils partaient de zéro. Mais en fait, Enfin, de de nouveau, quasi tout zéro en dépend du l'occurrence. profil du repreneur, parce que je Ah, prends ok. un exemple typique. On va prendre tes cocktails, on va faire ton sujet à toi, ça va être très simple. Donc les cocktails, imaginons, je dis 40 ans, mais on a des repreneurs de 30 ans et 25 ans aussi, hein, donc ce sera qui est intéressant. Mais Mhm. si le gars a depuis 10 ans travaillé dans une boîte de cocktails ou relié dans un bar et qu'il a déjà un réseau de distribution magnifique de par son expérience passée, Mhm. lui, c'est facile d'aller à un échelon supérieur par rapport à ton projet. Il reprend ta tech, il reprend ta plateforme, il a déjà tous les revendeurs derrière et tous les distributeurs potentiels parce qu'il a déjà une expérience dans le domaine. Donc Ok. chacun a un profil très différent, ils vont regarder des choses très différentes par rapport au projet. Un autre profil de repreneur qui est un peu plus carré, on a des boîtes qui sont très intéressées par les projets dans le placard, donc des entreprises. Pourquoi ? Parce que souvent, elles ont un département R&D, recherche et développement, où elles Mhm. cherchent à faire de l'innovation. Mais là, on leur sert sur un plateau des innovations de marché qui ont déjà été validées sur le terrain. Donc, Ok. imaginons que tu as une super startup qui a une super tech, et que toi, tu as un produit qui est un peu plus traditionnel, mais que le produit de la startup est hyper complémentaire ou pourrait aussi intéresser ta base de clients. Mais c'est vraiment win-win, dans le sens tu vas acheter ça à moindre prix, tu ne dois pas le développer en interne, tu ne dois pas t'occuper des bugs et compagnie, et tu as vraiment un produit qui correspond déjà à ta clientèle. Et eux, ce qu'ils vont regarder, c'est la qualité du travail, c'est les process derrière, c'est les chiffres de rentabilité, mais ils ne vont pas regarder ta communauté, ils ne vont pas regarder ton branding ou que sais-je, vu qu'ils vont l'englober Ah, dans leur branding à eux et leur communauté à eux. Donc chacun aura vraiment ses intérêts selon la position qu'ils ont dans les repreneurs.
Et c'est quoi, du coup, les gros trucs qui peuvent être considérés comme des actifs? Donc, par exemple, là, il y a la tech, il y a une communauté. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui a une vraie valeur? En fait, cette question-là, c'est la question que je pose aux cédants, disant que tu connais ton projet mieux que personne. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de toujours faire une offre de prix globale. Mais si tu devais donner des sous-parties, qu'est-ce que tu nommerais comme toi sous-partie? Et donc, selon le projet à nouveau, j'ai des réponses très diverses et variées. On a des gros chapitres qui sont très communs. Ah, j'ai un site e-commerce qui est bien foutu parce que j'ai vraiment optimisé, les gens prennent des commandes de manière optimale, c'est pas mal. J'ai une communauté, j'ai un branding, j'ai un nom, je me suis quand même fait connaître. Si je parle du projet X, ils savent qui je suis, c'est parti. Et puis j'ai le produit. Le produit est vraiment de manière qualitative. J'ai un modèle dépesé, j'ai un brevet, j'ai des recettes. Tu vois, Calisana, par exemple, c'est des granolas pour sportifs. Elles m'ont dit, écoute, nos recettes ont vraiment été validées par des nutritionnistes. C'est quelque chose sur lequel on a passé du temps, c'est de la qualité. Donc si jamais tu es quelqu'un qui a des produits de bouche, entre guillemets, et qui veut cibler les sportifs, c'est bingo. Tu ne dois plus faire tout le step recette, ça a été validé. Bifrutti, pareil. Enfin, il y a plein de gens très intéressants à ce niveau-là. Et des produits comme plutôt du physique, comme Roule, c'est des remorques pour vélo. Eux, c'est carrément des modèles déposés. Donc, c'est des trucs qui ont été bien conçus. Il y a des ingénieurs dessus et c'est vraiment bien foutu. Donc, dans quelle mesure est-ce que le placard, donc toi et tes associés, du coup, accompagnaient les acheteurs et les vendeurs dans le processus de revente? Ah, c'est une excellente question. Je suis content que tu la poses celle-là parce qu'on a vraiment fixé ce dans quoi on était bon et ce qu'on n'en fait pas. Donc, par exemple, nous sommes bons pour ouvrir des portes. Nous sommes une vitrine, nous sommes une fenêtre sur des opportunités où les gens peuvent rapidement avoir accès. À nouveau, le marché traditionnel, c'est souvent envoyez-nous un mail et on verra ce qu'il y a dans notre boîte et on vous redira ce qu'il y a. Nous, on a fait le pas inverse. On publie ouvertement sur le site internet, qui est une sorte d'IMO web de la startup, les dossiers, les noms des projets. On fait full transparence. Donc, on sait qu'on est une bonne vitrine. Ce qu'on ne fait pas, c'est par exemple la valorisation. Donc, on ne va jamais être expert en valo, disant tiens, ton projet vaut autant et compagnie, on va faire ce calcul là-dedans. On n'a pas encore assez de recul sur le marché. Donc, par exemple, on a des experts en valorisation externe. Si le cédant ou le repreneur veut être certain du produit et du prix qu'il a dessus, il va faire passer ça à la moulinette d'experts externes, mais il va devoir payer ces experts-là. Mais ça, ce n'est pas notre business à nous. On a aussi, par exemple, tout simplement des juristes, donc des avocats. Nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas avocats. Jamais on va te faire des contrats de cession en disant signe ici en bas et tu as le projet et compagnie. On va les mettre en relation. Et s'ils veulent aller avec des avocats, s'ils n'en ont pas déjà en interne, certains ont déjà des avocats en interne, on a sélectionné plusieurs boîtes qui ont une mentalité start-up, qui ont travaillé sur des fusions-acquisitions et qui sont aussi venus nous voir en toute transparence pour dire mais tiens, ça nous intéresse vraiment. Et donc comme ça, on leur dit tiens, on sait que ces acteurs-là travaillent sur ce sujet-là. Certains ont des chiffres intéressants et même des propositions grâce au placard. Donc allez-y. Donc ça, c'est des choses qu'on sait qu'on ne fait pas. L'accompagnement juridique, l'accompagnement valo. Et on a aussi des partenaires où nous ne sommes pas formateurs, nous ne sommes pas coachs. Mais il existe des acteurs comme, on parlait de Wany Entreprendre, la maison du reprenariat. Ils vont t'aider, t'éclairer, toi, repreneur, acheteur, en disant, mais tiens, ça c'est des steps que tu dois faire attention quand tu reprends une boîte aussi. Si tu le souhaites, ils ont des formations auxquelles aussi on peut te donner accès. Il faut savoir que généralement, quand les gens se positionnent comme acheteurs potentiels dans une boîte traditionnelle de transmission, tu vas d'abord passer par plein de clauses de confidentialité, disant attention, toutes les informations divulguées, etc. Nous, vu que c'est des petits projets qui ont en effet moins de valorisation, entre guillemets, qu'1 million et compagnie, on va leur dire, écoutez, le plus simple, je te mets en relation avec le cédant. Une fois que le cédant m'a dit, écoute, je suis prêt à parler avec tel type de repreneur et que le repreneur coche les cases et que nous, on a déjà fait une sorte d'interview pour voir si en effet c'est un bon gars ou pas, le next step, c'est même pas beaucoup de contrats, c'est juste, je te mets en relation avec le cédant, tu discutes avec lui, tu vois si c'est un match et c'est parti. Comment le placard gagne de l'argent ? En fait, c'est assez simple. On a créé un business model à 2 variables. Soit tu nous considères comme un immeuble de la startup et tu payes l'annonce tout de suite maintenant, selon ta valorisation. Donc, imaginons que tu as un projet qui vaut 10 000 € dans ta tête, tu vas le déposer, tu vas payer 500 € et tu es publié sur notre site. Okay. Point barre. Donc, sans avoir encore de garantie que le truc va être revendu. Donc Exactement. là, c'est un risque que prend le vendeur au départ. Tout à fait. Et l'autre option, tu as mis le doigt dessus, tu ne te payes rien. Ou juste les frais d'entrée, entre guillemets. Et à la sortie, tu payes un pourcentage, c'est-à-dire une commission. Donc, tu paieras peut-être plus cher la commission que si tu avais payé l'annonce au départ, et c'est toi qui choisis. Donc, je vais prendre l'exemple de 10 000 €.
Grosso modo, tu vas payer 500 € et t'es publié, ou tu es prêt à rétrocéder 10% si jamais il y a vente. Et donc, si c'est 10% de 10 000, bah, ce sera peut-être 1 000 € par exemple. Et donc, grosso modo, tu fais le choix. Soit je paye moins tout de suite parce que je pense que mon projet va partir en 3 mois, 6 mois, peu importe, je m'en fiche. Soit je pense, ouais, je suis même pas certain que ça m'a intéressé. Mon projet cocktail, peut-être que le no-code est encore un peu à débroussailler. Je suis pas certain qu'il y a un lead. Bah, en fait, j'ai rien à perdre, je le dépose. Et si je l'ai vendu, bah, miracle. Quoi qu'il arrive, il est mieux que dans mes tiroirs et dans mon placard à moi. Et c'est ça que les gens ont en fait comme réflexion. Et du coup, sur les projets qui sont déjà en ligne, comment ça se répartit entre les personnes qui demandent plutôt à vous laisser une commission ou à payer directement? Ouais, on a une majorité qui sont sur la commission pour l'instant. Donc c'est ça qui est Ça m'étonne intéressant à pas. voir. C'est le premier truc qui me vient aussi en tête parce que j'ai pas envie de prendre le risque de payer 500 € en partant du principe que les probabilités que je le revende sont relativement faibles. Du coup, ouais. La seule truc qu'on a fait, vu qu'on a eu beaucoup de demandes en termes de cédants et pour faire un tri aussi, et que ça nous prend beaucoup de temps de faire l'interview parce que nous-mêmes on doit créer le dossier. On doit être capable de pitcher le projet comme si on était le porteur de projet à 70% près, quoi, 80%. C'est vous qui prenez le risque. Du coup, Et donc, grosso modo, on a juste fait une petite facture à l'entrée de 300 € que pour dire voilà, tu nous payes quelques heures pour faire ton audit. Et puis après, en effet, tu choisis entre soit l'annonce et la commission, tout simplement. Ok, donc ça veut dire que ces 300 €, il faut d'office les dépenser au départ. Alors, toute transparence, on fait même encore un call avant que pour être certain que ce soit dans placardisable, comme on disait. Par exemple, il y a des projets qu'on ne reprend pas et qu'on ne veut pas reprendre, donc des projets plus traditionnels. Donc, tu ne verras pas de librairie, de salon de coiffure, tu ne verras pas de commerce traditionnel. On est vraiment sur un axe innovant parce qu'on sait que nos repreneurs cherchent de l'innovation aussi. Si tu arrives déjà à la phase des 300, 350 €, 350 je pense, le dossier, tu sais déjà que tu es placardisable. Tu as déjà validé beaucoup de portes et c'est toi qui choisis si tu vas au next step ou pas. Mais moi, en fait, le truc qui me bloque un peu, si je veux mettre mon projet, c'est que je me dis, les probabilités sont vraiment très faibles. J'ai l'impression que les probabilités sont assez faibles que mon projet va être revendu. Et du coup, je me dis, le ratio entre ce que ça va me coûter et les chances que je le revende, tant que j'ai pas de la preuve que ça se revend déjà souvent, fréquemment, je me dis que c'est un risque quand même important et un investissement que je me dis... je sais pas si c'est forcément une bonne idée pour moi de le mettre, quoi. Franchement, c'est une super question et c'est hyper légitime. Et donc, le ratio est très simple. Donc, à mon avis, tu seras rassuré quand tu verras l'envers du décor et les stats qu'on a parce que Beefruity, ils ont été déposés 2 semaines plus tard. Ils avaient déjà un lead et une connexion pour quelqu'un qui voulait reprendre le modèle qui est très similaire au tien. Une plateforme de livraison de smoothies sur le travail. Et ils le revendent combien du coup? Tu pourras aller voir sur le site, c'est assez intéressant. Je vais voir ça de suite. Et grosso modo, eux, ils ont directement un lead et ils sont en négociation au moment où je te parle. Donc, je peux pas te dire que ça a été vendu. Peut-être que ça va capoter pour une raison X et Y. Mais on sait que les repreneurs, en fait... Pour être très clair, notre avantage concurrentiel, c'est que le placard ne vient pas de nulle part. Les sessions IMET, c'est des gens qui viennent partager leurs idées folles, mais c'est des gens qui cherchent des projets dans lesquels s'intégrer. Quand tu vas à une session IMET, tu cherches des projets au stade de l'idée. Si tu cherches un projet auquel t'intégrer, tu es aussi intéressé par des projets au stade de l'idée, mais tu es aussi intéressé par les projets du placard, parce que potentiellement, qui sont plus rapides sur le marché et compagnie. Et donc, grosso modo, nos repreneurs, on a l'avantage concurrentiel d'avoir déjà une DB de repreneurs et une DB de cédants aussi, qu'on n'a même pas encore activée. Pour l'instant, on a fait une DB? Une database, donc un ensemble de groupes. Et grosso modo, on n'a pas encore activé ces gens-là, mais on a juste partagé sur nos réseaux propres, disant on lance le placard. Mais vu qu'on est connecté avec OIMET, ça a déjà fait l'offre et la demande de manière assez efficace. Et ce que je peux te dire aussi, c'est que de toute manière, tout dossier est aussi négociable là-dedans. Si tu n'es vraiment pas à l'aise et que tu me proposes, écoute, je préfère vraiment pas payer le frais de dossier, mais je les paierai encore plus tard si jamais avant ou que sais-je, fais une proposition. On est encore en phase vraiment de fixation par rapport au business model, donc il n'y a pas de souci. Il faut que nos coûts à l'entrée soient quand même assurés. Donc ça, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi un filtre, parce que c'est un filtre de qualité aussi. Donc pour nous, ce petit fee à l'entrée est intéressant parce que ça filtre vraiment les projets qui sont au stade de l'idée, mais qui n'ont aucune confiance en eux, en toute transparence. Mais en fait, 200 € c'est trop pour moi, 300 € c'est trop pour moi, 500 € c'est trop pour moi. Bah, ok, pas de souci. Dans ce cas-là, on sait déjà qu'il n'a pas assez de valeur que pour être revendu, tout simplement. Ok. Et du point de vue du coup, du vendeur, le travail que vous fournissez dans on va dire entre guillemets, l'audit de chaque projet, jusqu'où va cet audit?
En fait, on aide à formuler l'annonce, le dossier, l'infomémo, comme on appelle. Vous vérifiez les datas derrière sur les ventes, etc. avant de les publier? En fait, ils nous envoient ce qu'on appelle une data room. Et donc, c'est une checklist de documents qui sont légaux. Donc, quand tu es en société, tu as les bilans. Donc, on va aussi checker ça. Donc, c'est aussi tout ça qu'on check en amont, en effet. Ok. Et en fait, tu as intérêt à être le plus transparent parce que tu n'as aucun intérêt à à mentir sur des chiffres, à mentir sur l'annonce. Et si le repreneur check et te reprend un projet sur lequel il va jamais reprendre. Si une fois qu'il ouvre la boîte, il se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il y avait dedans, il va pas te payer tout simplement. Donc, non, les gens sont très transparents et préfèrent même. Donc c'est assez drôle par rapport à un ImoWeb où sur les maisons, tu as souvent des enchères disant prix de base 100 000 et compagnie. Nous, c'est des fois l'inverse. Des projets sont vraiment peut-être à 10 000, mais il y en a qui vont proposer 9 000 et ça pourrait partir aussi, par exemple. Tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment juste aussi une manière de tester l'offre et la demande. Si tu es cédant, tu peux mettre ton prix vu que c'est toi qui es dépositaire du prix, tu peux aussi tous les 3 mois changer, mettre plus parce que tu as eu beaucoup d'intérêt et tu voudrais voir si les projets pourraient partir pour plus. Et ça, c'est aussi une possibilité, tout simplement. Ok, donc en fait, on peut utiliser aussi le placard pour tester un peu la valo du projet et la demande qu'il peut y avoir. Ouais. Donc ça peut être aussi un outil de test, même si l'idée derrière n'est pas de revendre. Si, l'idée derrière est quand même de revendre. Un gars ça m'étonnerait que tu disais toi-même que tu étais dans le doute de payer pour revendre. Alors imagine qu'un gars qui paye pour ne même pas revendre. Dans le cas de mon projet, mais admettons, j'ai une grosse communauté et ça m'intéresse de savoir quelle est sa valorisation actuelle par rapport à l'offre et à la demande et voir dans quelle mesure est-ce que ça peut être rentable de la faire grossir, tu vois. Okay. Et pour dans 1 an, 2 ans, peut-être la revendre. C'est plutôt dans cette optique-là que... c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas encore le cas en toute transparence. Les cédants sont des cédants. Donc, ce qui s'est passé, par contre, et ça c'est intéressant, c'est qu'on a eu des cédants qui ont eu vraiment pas mal d'intérêt et ça a redonné de la confiance dans le projet. Ils m'ont dit, mais en fait, j'étais vraiment sur quelque chose, donc finalement, je vais le garder ou plutôt je vais travailler avec le cédant. Et plutôt qu'avoir une vente totale, ils ont gardé X% de la boîte. Enfin, ils sont en train de négocier pour garder X% de la boîte. Pour garder justement une part de leur bébé, leur projet. Et ça intéresse des fois aussi le repreneur que le cédant garde une patte dedans parce que des fois, c'était la figure de proue et compagnie et tout le monde est content alors. Ok. C'est vrai que du point de vue du coup de l'acheteur, ça peut être pertinent de garder la personne qui avait au départ la vision, qui a perdu du coup en motivation, mais qui est toujours disponible pour être un peu coaché. Mais c'est très bien. Cet exemple-là, de nouveau, je vais reparler de Bifruity. On est totalement dans le cas. L'intéressé qui a fait une marque d'intérêt pour Bifruity a dit « je suis intéressé si je suis bien accompagné » parce qu'elle était dans le cas de « c'est ma première aventure entrepreneuriale, mais je ne veux pas commencer à zéro, donc je suis intéressé à mettre un petit budget ». C'est un peu comme une levée de fonds en fait, mais à plus petite échelle. Il y a des points communs. Ce n'est pas exactement pareil parce que quand tu lèves des fonds, quand tu as un investisseur derrière, l'investisseur il met du cash, point barre. Ici, il faut un pilote. Il faut quelqu'un qui reprenne et qui se mette aussi aux manettes. Oui, mais si c'est l'entrepreneur qui a lancé le projet qui continue à être en partie aux manettes. Non, généralement, tu as dit, il laissera en partie au mieux. Et donc, il faut quand même compléter le reste de la partie. Donc, il y aura toujours un copilote nécessaire. Ouais, je pensais plus pas à une levée de fonds, mais à un business angel plutôt. Mais... Oui, ça peut être un business angel qui fait partager son expérience et compagnie, est une option. En vrai, de nouveau, il y a tellement de cas de figure par rapport au projet. Par exemple, si c'est une boîte qui te rachète, une entreprise qui est intéressée par ton côté tech, elle est intéressée par ton côté tech. Ils ont déjà des pilotes en interne que pour piloter la tech, grosso modo. Et du coup, ils vont valoriser le projet complet uniquement par rapport à la tech qui les intéresse, je suppose. Ils vont faire une offre en conséquence, en effet. Mais donc, le cédant, s'il reste ou pas, pour eux, ça a moins d'importance qu'il reste. Alors qu'un solo repreneur, si jamais le cédant peut lui montrer comment les clés fonctionnent de la machine et compagnie, c'est parfait, ils sont tous... Enfin, c'est vraiment, chaque négociation est très différente. Donc, voilà. Si je suis un entrepreneur et que je veux stopper mon projet, qu'est-ce qui pourrait me motiver à le mettre sur le placard ? En fait, tu te rends compte qu'il a encore un potentiel de fou, tout simplement. Et souvent, les cédants, ils ont des excellentes raisons de le déposer. On n'est pas dans des cas de figure où ils partent à la retraite, où c'est des raisons vraiment un peu négatives. On est même sur des cas de figure positives. Donc, dans un cas, j'ai un type qui a eu un deuxième enfant et qui m'écoute. Franchement, c'est la famille avant tout, mais ce projet est florissant. Donc, si quelqu'un veut reprendre cette aventure-là, parce que c'est une chouette aventure, let's go. On a le cas Je vais prendre un cas vraiment assez édifiant. Je vais prendre des exemples, c'est plus simple. Kiss Planet, un des premiers qui a signé avec le placard d'ailleurs, merci à eux.
C'est une plateforme qui fait du vrac, de l'e-commerce. Donc, ils ne produisent pas du vrac. Le vrac, ça va être la vente de granola, ça va être des savons, ça va être comme dans certains magasins, tu peux racheter des trucs en vrac, tu fais avec tes emballages, tu remplis tes emballages et tu repars avec. Grosso modo, c'est ça. Sauf que eux, c'est l'intermédiaire via l'e-commerce où ils ont boomé durant le Covid notamment. Ils ont eu jusqu'à 12 000 utilisateurs. Panier moyen de 75 € d'achat. Donc, le chiffre d'affaires, les clients, ils les avaient. Leur problématique était géniale, c'est qu'ils avaient des partenariats, je ne vais pas les citer, mais pour la livraison. Et la livraison, des fois, c'est pas très bien passé parce que le colis a pris l'eau, il a pris le coup. Et évidemment, quand ton granola a pris l'eau et quand tu arrives chez le client, c'est pas vraiment top. Ils ont eu la réflexion hyper maligne de dire, mais en fait, on va créer nos propres packaging. Et vu que c'est un projet qui était avec des énormes valeurs écologiques, ce qu'ils ont fait, ils ont créé en fait des emballages à partir de bâches publicitaires. Comme tu as le long des terrains de football, par exemple, tu vois les trucs en plastique bien solides, bien carrés, bien ce qu'il faut. Ils ont commencé à faire l'emballage, il faut des recyclages de bâches publicitaires et compagnie. Et voilà que leur produit, en fait, est génial parce qu'il est packagé et tout est rempli de valeur. À la fois le produit à l'intérieur, le packaging et compagnie. Les gens apprennent qu'il y a des packaging assez intéressants qui sont faits. Ils reçoivent des commandes, non pas du vrac, mais du packaging. Et en fait, c'est devenu une société à part qui s'appelle maintenant Loopypack. Et les Loopypack et Kissplanet, ce sont deux sociétés détenues par les mêmes personnes. Loopypack, la société d'emballage, est née du besoin que Kissplanet avait de bien emballer ses produits. Et grosso modo, l'équipe a juste shifté parce qu'ils ont eu une opportunité de dingue, Loopypack. Et donc, 12 000 clients à 75 € le panier d'achat moyen, c'est pas rien, mais Loopypack, ils ont encore jumpé dessus, donc t'imagines le potentiel qu'il y a derrière. Mais quand tu as un gars qui a un projet comme Kissplanet, tu vas pas juste se mettre de côté, il y a un potentiel de fou. Et donc, il n'était pas valorisable à des 500 000, 1 million et compagnie pour les boîtes traditionnelles. Quand ils ont appris que le placard valorisait des startups qui avaient de l'attraction, on est pile poil dans un cas de figure placardisable. Okay. Donc ça, typiquement, c'est génial, c'est win-win pour tout le monde. Et donc, toi qui veux racheter un projet qui a démarré, mais avec une base client comme ça, ou enfin bref, ceux qui veulent racheter Kissplanet, c'est du très solide derrière, par exemple. Et c'est des cas de figure comme ça. On a par exemple Roule. C'est un gars qui est un designer industriel. Il est passionné de ça. Son truc, c'est de créer des produits. Il a créé une remorque qui est pliable, hyper compacte, vraiment très efficace pour vélo. Tu l'attaches à ton vélo, tu fais ce que tu veux derrière, d'accord ? Pas des enfants, pas des chiens, c'est pour des charges. Ça, c'est juste la précision importante. Le type est un designer, il est passionné de design, il dépose un modèle. Il va même à un salon. On appelle ça l'Eurobike à Francfort, en Allemagne. C'est la grande messe des innovations en termes de vélo. Qu'est-ce qui se passe ? Il gagne le premier prix. Lauréat 2023 de l'Eurobike. Depuis, alors qu'il n'a pas fait d'efforts commerciaux pour ainsi dire, il a un superbe site quand même, une vente par semaine, sans bouger de son salon. Ah ok ouais. Ce type vient de me dire, écoute David, c'est vraiment chouette, mais moi je suis un designer, je suis nul niveau commercial, c'est pas à moi de faire jumper l'entreprise à un niveau supérieur. Si quelqu'un veut racheter mon produit comme peut-être un Decathlon, il rachète la remorque, il le remet dans leur portfolio et compagnie, bingo, ils ont un truc validé, éprouvé, modèle déposé, lauréat de prix européen, ils se rendent pas compte de l'opportunité. Sauf que le cédant, c'est pas un start-upper commercial, c'est un start-upper innovateur qui adore développer des nouvelles idées. Et donc lui, il veut juste développer des nouveaux concepts. C'est des opportunités comme ça qui sont sur le placard, où des gens sont avec des trucs sous-exploités parce qu'il manque une pièce du puzzle, souvent réseau de distribution et compagnie. Et donc ça, c'est génial pour le placard et c'est génial pour les repreneurs parce qu'ils se disent, mais en fait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Si toi, tu es un bon commercial, si toi, tu as un magasin, si tu veux mettre la main sur des innovations, c'est exactement ça dont je te parlais tout à l'heure. Ok. Et comment se finance le placard sur les ventes qui sont réalisées sur votre plateforme ? Ok, donc c'est assez simple. Donc la première entrée, c'est simplement qu'on fait un tri entre des gens qui sont juste au stade de l'idée et ceux qui ont vraiment un projet plus avancé. Donc on demande une ouverture de dossier. Une ouverture de dossier dans certaines boîtes de transmission, c'est à plusieurs milliers d'euros. Ici, on demande 350 €, juste pour voir la première interview et voir un peu de quoi il s'agit. En toute transparence, tu as déjà eu un call en amont, comme ça tu es rassuré que ton projet rentre dans les standards du placard. Ensuite, tu décides, soit tu nous considères comme un e-commerce et tu payes l'annonce point barre et c'est un cash one shot, soit tu dis je ne paye pas tout de suite, mais je te rétrocède une commission s'il y a vente, comme ça je suis rassuré par après. De combien la commission ? Ça dépend de la valorisation du projet. On a des tranches de valo de 1 à 1000, de 1000 à 5000, 5000 à 10 000, 10 000 à 25 000, 25 000 à 50 et 50 à donc plus. c'est des montants, c'est des montants fixes, c'est pas des pourcentages du coup, les commissions là. Les commissions sont des pourcentages dans les tranches. Donc, par exemple, si tu as un projet à 10 000, tu seras dans la tranche de 10 000 à 25 000. Et donc, la tranche 10 000 à 25 000, si je dis pas de bêtises, ça doit être 10-15%. Et voilà. Donc, c'est par tranche, on a un pourcentage, si tu veux. Ça répond à ta question. Oui. Donc, pour être très simple, si je prends un exemple concret, disons que tu as un projet que tu estimes 10 000, soit tu payes 500 € tout de suite, c'est le prix de l'annonce, soit tu vas peut-être payer 10%, c'est-à-dire que tu paieras 1 000 € s'il y a vente, tout simplement.
Ok. Et c'est quoi les signaux en tant que personne qui a un projet potentiellement à revendre qui indiquent que, ok, là, bah, c'est un projet qui est non seulement placardisable, du coup, qui est revendable, autrement dit, et qui a un vrai potentiel. Donc, un peu les critères qui font que vous accepteriez le projet sur la plateforme. Le seul critère qu'on a, c'est avoir effectué une vente. Ok. Prouver de l'attraction. Alors pour être très précis, dans certains cas, on a été un petit peu plus large parce qu'ils nous ont prouvé qu'il y avait une communauté, des adopteurs ou des précommandes. Donc c'était vraiment ça qui était intéressant. Mais il faut comprendre que le sacro-saint terme qui est la vente permet de dire que tu as vraiment tout aligné de bout en bout. Le produit, le branding, la communication, le pricing, la stratégie de vente, la communication. Évidemment, si tu nous dis que tu l'as vendu à ta grand-mère et qu'elle a voulu soutenir le projet, ça perd un petit peu de valeur en termes de vente et d'unité de vente. Mais si tu nous prouves qu'il y a un gars random qui ne te connaissait pas, qui a été sur ton site, qui t'a pris une commande, qui t'a acheté le produit, génial, tu as déjà fait tellement de steps que les entrepreneurs ou non-entrepreneurs n'imaginent même pas qu'il y a comme réflexion en amont. C'est parfait pour nous. Donc, autrement dit, c'est quand il y a la validation que ce qu'on vend répond à un besoin. Excellente. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais il faut comprendre que le placard permet aussi techniquement de vendre tout ou partie d'un projet. Donc certains projets sont extrêmement bons au niveau technique, mais n'ont pas eu l'effort commercial nécessaire. Certains projets ont au contraire réussi à faire un effort commercial, un petit buzz marketing et compagnie, mais le produit n'a pas suivi. Dans certains cas, c'est vraiment discutable aussi. Et grosso modo, les gens peuvent décider de créer des sous-catégories dans leur projet. Donc tu vends l'entièreté du projet ou tu décides de dire, mais en fait, dans mon projet, je suis hyper fier de mon site internet qui m'a mis 3 ans à développer, mais c'est quand même con qui reste dans les tiroirs et qui prennent la poussière. Je le mets en vente. Et sur le site internet, imaginons que tu vends des chapeaux, tu pourrais très bien remplacer le produit que tu vends par des cocktails, des boissons ou une paire de chaussures. Et grosso modo, le type va avoir clé sur porte un site qui a déjà été éprouvé, qui a déjà fait ses maladies de jeunesse. Tu pourrais dire aussi que tiens, moi j'ai généré une communauté qui m'a mis du temps. Vraiment, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, je ne modère plus cette communauté pour des raisons X et Y, mais si quelqu'un veut mettre la main dessus parce qu'il a un produit très similaire ou une cible similaire, c'est un gain de temps énorme. Plutôt que commencer une page Facebook ou Instagram avec Tati Jacqueline, Mamie Jacqueline qui te suivent, bim, tu as 5000 followers. Et c'est pas du tout des likes indiens qui ne comprennent pas ce que tu vends mais qui te suivent pour te suivre. C'est des gens qui sont intéressés par la thématique dont tu vas parler. Je prends un exemple. J'ai même mis un de mes projets sur la plateforme. C'était palettes pour particuliers. Quand j'étais étudiant, on livrait des palettes à domicile chez les gens pour qu'ils réalisent eux-mêmes leur mobilier d'intérieur et d'extérieur. Donc ça peut être des salons de jardin, ça peut être des lits. Quand je te dis que j'ai fait 1001 projets, j'ai fait 1001 projets. Et en fait, on avait créé des groupes Facebook sur le do-it-yourself. On livrait des palettes et on laissait les gens partager leurs bons plans, disant « Ah bah tiens, à partir de cette palette-là, j'ai fait ceci, je l'ai coupé comme ça, j'en ai fait des bougeoirs, j'en ai fait ceci. » On a eu, je crois aujourd'hui, qu'on a plus de 4000 personnes en Belgique qui se partagent encore des bons plans aujourd'hui. Il y a 3 jours, j'ai vu un gars qui a... Il a fait un mini cercueil pour son chien avec des planches de palettes. Donc c'est pour te dire ce qu'il y a comme do-it-yourself, c'est un peu what the fuck. Mais bref, imaginons qu'on a eu... Nous, on a eu un intérêt, par exemple, d'un gars qui se lançait dans les tiny house, un menuisier. Très habile de ses mains, très compétent. Il voulait se lancer dans ce domaine-là, qui était notamment dans l'amour du bois, de l'écologie, le do-it-yourself, réussir à, entre guillemets, avoir de l'indépendance et compagnie. Il était nul en communication. Les réseaux sociaux, c'est pas son truc, il n'a pas peur de le dire. Et donc, grosso modo, il m'a dit, mais en fait, je suis hyper intéressé par ce groupe parce que je pense que c'est ma cible. Et moi qui n'ai pas envie de générer de l'intérêt là-dessus, je peux rapidement faire partager mon projet, ma passion, à travers des gens qui sont probablement sensibilisés aussi. Donc ce sont des choses qui peuvent avoir de la valeur, tout comme très concrètement de la DB. On parlait de KissPlanet, donc une database, donc un regroupement d'intérêts qui ont déjà été marqués, des vendeurs, des acheteurs et compagnie. Si les gens sont sur le même créneau, peut-être qu'ils seraient intéressés d'avoir aussi accès à ce genre d'informations-là. Maintenant, il faut vraiment que tout soit validé niveau GDPR, compliant et compagnie. Ils auront aussi une transparence totale par rapport à d'où viennent les données. Donc ça, c'est beaucoup plus réglementé, ça, je t'avoue. Mais l'exemple simple du site internet de la communauté et compagnie, c'est déjà des choses qui peuvent intéresser. Qu'est-ce qui est valorisable dans un projet qui n'a pas encore atteint son plein potentiel ? Ah, ça c'est une excellente question. On la pose à chaque cédant. Et pour aller très bref, ils ont souvent des grands chapitres. Ça peut être le site internet qui a déjà été rodé et que les gens ne doivent pas refaire de A à Z. Ça peut être des communautés parce qu'ils ont déjà rassemblé pas mal de monde derrière eux. Ça peut être évidemment le produit. Ça peut être des recettes, ça peut être de la tech, ça peut être du code. Et c'est les choses que les gens ne vont pas devoir réinventer, entre guillemets. Et ça peut être tout un tas de choses qui sont propres en fait au projet. Ce qui est valorisable aux yeux des gens dans un projet, c'est une question qu'on pose aux cédants de projet. Et généralement, ils savent eux-mêmes ce qui a vraiment
vraiment de la valeur au sein même de leur projet. Il y a des grandes catégories qui sont très communes. Donc, par exemple, tout ce qui est e-commerce, site internet, qui ont demandé des années de développement, des mois de développement, les bugs, les manies de jeunesse ont déjà été faits. Donc, des fois, c'est des plateformes où, imaginons que tu vends des chapeaux, tu peux remplacer le produit par des chaussures, bim, tu as déjà un truc qui a déjà été sur le terrain et éprouvé. Ça peut être le produit en lui-même, évidemment. La tech, des recettes parce que tu vends des produits culinaires. Calisana, par exemple, elles ont développé des granolas pour des sportifs. Si jamais tu vends des produits alimentaires, directement mettre la main sur des recettes validées, non seulement par elles, mais par l'AFSCA et le marché. Génial, c'est une acquisition en gain de temps énorme. Ça peut être aussi des communautés. Si tu as des gens, des followers qui te suivent, par exemple, nous on avait lancé un projet dans le domaine des palettes, on a rassemblé pas mal de monde dans des groupes sur le do-it-yourself. Aujourd'hui, si quelqu'un veut partager sa passion qui est corrélée avec des gens qui aiment bien le do-it-yourself ou le monde du bois, c'est un win. Et tu vas pas commencer par ta tante Jacqueline ou ton oncle Jacquemin qui va te suivre avec un follower, deux followers. Tu as des fois des groupes ou des pages à plusieurs milliers de followers qui te sont proposés. Du point de vue d'un acheteur, qu'est-ce que je dois prévoir comme ressources si un projet potentiellement m'intéresse ou si j'ai envie de devenir repreneur? C'est une excellente question. Je mettrai 2 variables, le temps et l'argent. Donc d'abord, l'argent, on va faire ça simple. Le monde du reprenariat est aujourd'hui pas assez accessible. L'objectif du placard, c'est de démocratiser le reprenariat. Le reprenariat aujourd'hui, c'est souvent pour des gens qui vont racheter des boîtes qui tournent très bien, à l'occurrence de 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Nous c'est une tranche de prix de 1 000 à 100 000 grosso modo. Mais même dans ces tranches-là, tout comme dans les gros montants, tu as des clauses qui sont activables. Des clauses qui peuvent être de dire, mais en fait, c'est bien beau, tu me promets un chiffre d'affaires, mais ton projet est d'or depuis quelques temps, je te paierai une partie maintenant, mais je te paierai le reste si on atteint effectivement le chiffre d'affaires consenti. Et donc ça rassure la personne en disant, ok, j'achète pas un chat dans un sac, c'est pas juste je débourse et puis basta. Il y a plein de clauses qui sont activables comme ça. Il y a le vendor loan, il y a Enfin, tout ça, on peut rentrer dans les détails avec les acheteurs et acquéreurs, mais il y en a qui pourraient ne même quasi pas débourser d'argent et être certains d'acheter un projet intéressant avant tout. Il y a même des subsides qui existent. Et ça, c'est assez fort parce qu'il y a maintenant des subsides où je vais prendre un exemple très concret. Il y a l'aide qu'on appelle le CXO. En Belgique, du coup. En Belgique, tout à fait. Piloté notamment par la WSL, un incubateur, un acteur d'une domaine technique, on va dire ça comme ça. Et pour des projets sans porteur, techniques, valorisés et aidés par un CEI, un incubateur ou peut-être même l'université, ils ont des fois 75 000 € à aller chercher pour pouvoir remettre ce projet sur le marché. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir 75 000 € de l'État pour acheter un projet qui coûterait combien à peu près? Le prix qui coûte. Il y a des projets qui valent même moins que ça. Non, mais par rapport aux critères pour pouvoir recevoir ce subside. Donc ça veut dire que si je veux acheter par exemple un projet à 50 000 €, je ne vais pas avoir 75 000 € de subside. Si, c'est possible. Ah ouais? Parce que les projets, les critères sont à voir avec la WSL, mais ça doit être un projet technique, ça doit être un projet validé par l'UCL et compagnie ou d'autres acteurs. Et de temps en temps, c'est des projets qui, par contre, des fois, n'ont peut-être pas encore validé le... Ouais, c'est peut-être une question qu'on peut mettre de côté parce que c'est un peu plus technique, mais il y a littéralement des subsides qui peuvent t'aider. Donc, grosso modo, il y a 2 variables, le temps et l'argent. L'argent, il faut comprendre que le marché de reprenariat existe. Il y a des boîtes qui le font très bien, mais avec des dossiers qui sont à 500 000, 1 million et plus. Notre objectif, c'est de démocratiser le reprenariat. Et donc, le placard a des dossiers qui sont de 1 à 100 000 prix d'achat. Et même quand tu mets ce montant-là dans le prix d'achat, ce n'est pas pour ça que tu vas le débourser le jour 1. Il y a plein de clauses qui peuvent te rassurer. Par exemple, tu pourrais dire, écoutez, mon cher ami, tu me promets un chiffre d'affaires d'autant que tu as atteint en 2020, 2022, peu importe. Je ne suis pas certain d'atteindre ce chiffre-là si je relance maintenant en 2025. Sache que je vais mettre une clause. Je te paye un montant tout de suite et le reste du montant sera payé si on atteint en effet ce chiffre d'affaires et que tu me prouves que la machine est encore bien rodée. Ça peut être des clauses où il y a du vendor loan. Enfin, je te parle de termes techniques, mais s'il y en a qui veulent le creuser, bienvenue. Il y a des experts pour ça aussi. Mais il y a même des subsides qui existent en Belgique. Et des subsides très conséquents qui te permettent de racheter des projets tech. Mais ça, à nouveau, je me permettrai de répondre à toutes les questions de ceux qui y sont intéressés. Tu pourrais même ne pas dépenser d'argent, entre guillemets, dans une phase de rachat. Par contre, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le temps. La variable du temps, c'est prends le temps de rencontrer les gens, d'écouter le marché. Je ne peux que te conseiller d'aller peut-être voir les clients, les gens qui ont en effet acheté le produit, pour être certain de comprendre pourquoi ils l'ont acheté et si c'est toujours à l'ordre du jour. Il y a aussi le handover. Le handover, c'est la phase de transmission de l'entreprise, du cédant vers le repreneur. Il faut passer du temps. C'est pas juste, je fais ça sur un bout de table et c'est fini. Je te le déconseille. Je trouve que c'est important de comprendre vraiment la chose. Il y a des fois des actions où tu sais exactement ce que tu veux acheter, une pièce du puzzle très précise, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, sois rassuré. Mais évidemment, nous, nos repreneurs, sont un peu les futurs pilotes du projet, donc ils doivent savoir qu'ils vont devoir travailler dessus. Et donc, si tu me dis que tu as un full-time avec une famille vraiment, 5 enfants et compagnie, tu n'as pas le temps le week-end non plus,
c'est pas le profil de repreneur typique. C'est des gens qui vont des fois travailler sur un dossier, des fois en soirée, puis ça va prendre un jour semaine, 2 jours semaine, et puis ils vont vraiment passer à mi-temps, voire à temps plein dessus. Ça peut se faire par phase, mais je préfère dire que on pense souvent à la variable de l'argent, il ne faut pas négliger la variable du temps. Dans quelle mesure est-ce que le placard accompagne les repreneurs dans le processus de rachat? Excellente question à nouveau. On sait exactement dans quoi on est bon et on sait exactement ce qu'on ne veut pas faire. Nous sommes une vitrine, nous sommes une fenêtre d'opportunités et on met en valeur des opportunités entrepreneuriales. C'est clair, net, précis. On a un site internet pour ça, on a une newsletter qui cartonne, on a vraiment de l'intérêt à ce niveau-là, on sait qu'on sait le faire. Ce qu'on ne fait pas, on n'est par exemple pas juriste. Nous avons des partenaires externes qui vont te faire les conventions de cession, qui vont se mettre d'accord autour de la table pour les clauses justement de rachat dont on parlait tout à l'heure. Donc indirectement, vous l'accompagnez quand même au niveau légal. On va leur proposer différents acteurs qui sont venus nous voir. La mise en relation alors. Exactement. Mais ce sont des gens qu'on a vus qui traitaient des dossiers dans le domaine des startups, qui sont venus nous voir parce qu'ils connaissent maintenant le placard et on a pu comprendre un peu leur philosophie aussi. Et des fois, c'est selon la région, parce qu'il y a des gens qui sont actifs dans une région et pas l'autre. Donc vraiment, selon les acteurs, on pourra te dire, tiens, je pense que celui-là est plus adapté, mais c'est le gars qui fait son choix. On ne va pas du tout le forcer à choisir telle ou telle personne. Je veux aussi préciser une chose, si tu me permets dans cette réponse-là, c'est qu'il y a des aspects techniques, juridiques, valorisation, comme on a discuté, mais l'accompagnement plus global, il y a aussi des acteurs. Il y a Walling Entreprendre qui a des super clubs à ce niveau-là, il y a la Maison du Reprenariat sur Bruxelles et aux alentours qui fait des bons accompagnements. À nouveau, on est fiers d'être partenaire avec eux, ou en tout cas de pouvoir recommander des projets ou des acheteurs ou des cédants vers eux, mais ce n'est pas notre job non plus. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut revendre son projet et pour quelqu'un qui veut reprendre un projet? En fait, j'en discutais encore avec des cédants ici ce week-end. On était à un salon et c'était très intéressant d'aller au contact aussi. Et donc des gens qui ont déposé leur projet sur le placard, ils m'ont dit qu'ils n'avaient absolument rien à perdre. C'est très simple. Ils sont passés à autre chose. Des fois, c'est pour des raisons privées, comme on en parlait, ou des raisons professionnelles parce qu'il y avait une opportunité X et Y, ou des fois, ils ont simplement cédé aux sirènes du salariat et ils avaient un package qu'ils ne pouvaient pas dire non. Des fois, c'est une dispute entre associés aussi, vous ne voulez pas continuer l'aventure seul et compagnie, c'est tout à fait respectable. Soit. Quand ils disent qu'ils n'ont rien à perdre, c'est que s'ils déposent le projet au placard, ils savent que, par définition, c'est comme ça qu'on s'appelle le placard aussi. C'est des projets qui sont dans les tiroirs, qui prennent un peu la poussière, mais qui ont encore de la valeur. Et si quelqu'un est assez courageux que pour dépoussiérer les choses, parce qu'il y a vraiment un potentiel de dingue, tout le monde est gagnant, littéralement. Et plutôt que laisser tes projets moisir dans tes tiroirs ou dans ton PC avec un vieux dossier que tu n'ouvriras plus jamais, dépose-le sur le placard, tu pourrais le rentabiliser. Parce qu'on ne sait jamais la situation, par contre, du repreneur, où des fois, c'est des situations folles dingues, mais tu dis, mais oui, mais pour lui, ça fait totalement sens de reprendre ce projet, quoi. C'est aligné, il a de l'expérience dans le domaine, ça fait 10 ans qu'il veut se lancer, il cherche la bonne idée, et là, c'est accessible pour un prix tout à fait correct. Et des fois, les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher que les prix du placard, je vais être tout à fait transparent là-dessus. On est vraiment très accessible, mais on sait aussi que c'est des projets qui sont un peu, comme on l'a dit, passent à leur plein potentiel. Donc, pour être très, très caricatural, si tu veux, quand tu es dans la phase de vie d'un projet entrepreneurial, tu as la phase de l'enfance, donc tu es dans un incubateur, tu es incubé littéralement, tu es dans l'œuf et compagnie. Tu as la phase adulte, tu cartonnes, tu as ton plein potentiel entre guillemets. Nous, on a des projets à la phase de l'adolescence. Ils ont déjà des acquis, ils ont déjà pris pas mal de choses, mais il y a des tournants dans leur vie qui vont se passer, qui vont prendre une direction X et Y. Et c'est là-dessus que c'est intéressant, parce que même pour les repreneurs, en fait, ce qui est intéressant avec les projets dans le placard, c'est qu'ils ne sont pas encore en pleine maturité et donc adultes, et ils ont la possibilité de laisser leur griffe, de dire, tiens, ça c'est un projet sur lequel je ne vais pas juste être assis à la tête d'une grande table avec ma casquette de CEO, directeur, j'ai vraiment un impact stratégique. Ce projet, je peux lui donner une direction parce qu'il n'est pas encore en pleine maturité, et pourtant, il a déjà des acquis, donc il a déjà fait des erreurs par le passé et des petites victoires sur lesquelles je peux me baser pour me dire, grâce à ces infos, on va aller tellement plus vite, tellement mieux sur le marché. Comment est-ce que tu vois l'évolution du marché du reprenariat en Belgique ? Je pense qu'on est au début d'une vague et j'en discute avec pas mal d'acteurs aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu regardes bien, il y a beaucoup d'aides même publiques qui ont été mises ces dernières années. Je peux même parler d'une décennie. Des incubateurs ont été créés, des acteurs de l'accompagnement et compagnie, qui avaient pour mission de générer des innovations, des initiatives entrepreneuriales. Aujourd'hui, tout un tas a en effet été généré, d'une manière tout à fait correcte ou moins correcte, mais c'est un autre débat. Maintenant, ici, je pense qu'il y a vraiment une vague de reprenariat pour ne pas réinventer la roue. Des gens ont déjà pensé à des concepts similaires ou déjà fait une partie du travail. Pour moi, le reprenariat, c'est vraiment comme un puzzle. Certains, il leur manque une pièce, donc ils vont choper la pièce à côté pour la compléter, ou simplement permettre à d'autres de continuer l'aventure. Donc, on est vraiment au début d'une vague qui va être très, très intéressante et on est encore dans une phase un peu d'éducation du marché parce que les gens ne savent pas spécialement que ça existe, le terme reprenariat, entreprendre, reprendre. Mais là, franchement, ça va devenir très intéressant.
Ok, bah écoute, j'espère que ça va faire que croître et que vous aurez énormément de personnes, de projets, de repreneurs sur la plateforme. Est-ce que tu as une petite phrase pour finaliser cet épisode? Pas de regret. Pas de regret dans le sens, qu'est-ce qu'on a à perdre? Dans le sens, allez, testons. On a enfin un projet qu'on peut racheter pour pas grand-chose et peut-être passer quelques soirées dessus pour le tester, le remettre sur le marché. Ah bah tiens, mes vieux dossiers qui traînent dans le tiroir, mais pour lesquels j'avais des clients et de l'intérêt concret, bah peut-être qu'en fait, je peux en faire quelque chose. Testons, pas de regret. Sincèrement, c'est juste ça. Et entreprendre, pour moi, c'est juste bouger et se réaliser et permettre aux gens de enfin concilier des fois passion et profession. Dans ce cas-là, amusons-nous et pas de regret. David, merci pour ce temps que tu as passé avec nous. Avec plaisir, franchement, j'espère avoir été intéressant. Ah bah écoute, je pense aussi. Check de la fin.